Shalom. Tout d'abord, je prie pour que cette année soit une année où Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur et que vous entreteniez une relation intime avec lui. Car les vierges sages qui vont être enlevées avant les 7 ans de tribulation, mentionnées dans Matthieu 25, 1 à 13, sont celles qui auront connu l'époux, tel que mentionné au 12e verset. Les prochaines minutes seront consacrées à vous partager mon point de vue face à Donald Trump, qui ne fait pas l'unanimité, même avec ma conjointe Myriam, ce qui est plutôt rare. Mais ne vous inquiétez pas, je respecte son opinion et vice-versa. L'opinion publique diffère grandement face aux milliardaires. Ce que je vais vous expliquer, c'est mon opinion, mais de toute façon, qu'il fasse partie de l'élite ou non, restera probablement un mystère. J'avais à cœur de vous révéler la façon dont je le perçois d'un point de vue prophétique, selon ce que j'ai vu, entendu et lu, tant dans les médias que par des chrétiens que je respecte ou par les Saintes Écritures. J'ose espérer que la majorité de ce qui vous sera présenté soit inspiré du Saint-Esprit. Amen. Sans passer par 4 chemins, je pense fortement que l'élévation de Donald John Trump au poste de président des États-Unis est un élément clé du plan visant à placer le monde sous le contrôle d'un nouvel ordre mondial. Soyons honnêtes, la politique en général est remplie de corruption et de mensonges, et selon moi, pour être à la tête d'un pays, vous devez faire partie de l'élite influencée par le malin, prince de ce monde, Satan. Voici 4 exemples de pourquoi je pense que Donald Trump n'est pas le président qu'il prétend être. Numéro 1. Le marais, de swamp en anglais, qu'il avait promis de vider, est au contraire en train de se remplir plus que jamais. À l'origine, les démocrates accusaient le président Trump de corruption, d'extorsion et de diverses violations du financement des campagnes, mais les faits ne correspondaient à aucun de ces crimes. En décembre 2019, la Chambre des représentants a voté pour sa destitution suite à des allégations encore là mensongères. Cependant, la destitution n'est pas officielle puisque les 2 articles sur lesquels les membres du Parti démocrate ont voté n'ont pas été transmis au Sénat afin que ces articles y soient jugés, comme requis selon la Constitution américaine. La porte-parole de la Chambre, Nancy Pelosi, n'a pas jugé bon de les transmettre au Sénat, malgré qu'elle clamait haut et fort que M. Trump était un danger pour la sécurité du pays, d'où l'urgence de le destituer. Cela ne fait pas de sens que le système judiciaire ait été inactif dans cette affaire. Le pays est devenu la risée et un sujet de honte. Son image a complètement changé depuis que l'ex-célébrité du monde des affaires de l'émission de télé-réalité The Apprentice, reconnu pour dire « vous êtes viré », est au pouvoir. Numéro 2. Pourquoi je pense que Donald Trump ne soit pas le président qu'il prétend être? La Corée du Nord continue de tester ses missiles sans l'intervention militaire américaine. L'agence de presse nord-coréenne a même rapporté que Kim Jong-un avait annoncé que son pays dévoilerait bientôt une nouvelle arme stratégique et de nouvelles actions qui mettraient le monde en état de choc. Il a aussi décrété la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux, un moratoire que le président des États-Unis, Donald Trump, a déjà qualifié de progrès diplomatique majeur. Numéro 3. Pourquoi je pense que Donald Trump ne soit pas le président qu'il prétend être? L'État islamique est toujours en vie, alors qu'il avait dit, via un tweet, en 2018, qu'il avait été vaincu. Le groupe militant a publié des images sur sa chaîne d'information en ligne Telegram, jeudi, le lendemain de Noël, des hommes en uniforme beige et masque noir alignés derrière des captifs aux yeux bandés, tirant sur un et décapitant les autres. Numéro 4. Pourquoi je pense que Donald Trump ne soit pas le président qu'il prétend être? J'ai hâte de voir ce qu'il a affirmé être un très grand accord commercial avec la Chine le 15 janvier. Un pays qui est allié avec la Russie et l'Iran, ennemi juré des États-Unis. Par cette entente, Donald Trump espère continuer de faire gonfler les chiffres de la bourse avant la plus grosse chute financière de l'histoire. Renflouement, injection de milliards de dollars dans son économie, des intérêts à 0% et même négatifs dans certains pays du monde ont contribué à cette énorme bulle boursière jamais vue auparavant. Les années 1920 ont été marquées par la joie et les danses suite à la fin de la Première Guerre mondiale.
Les Américains fêtaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, sans se soucier que la plus grosse chute financière allait les surprendre. Le temps présent est, selon mon humble avis, le temps décrit par Jésus comme étant celui du temps de Noé, où ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Matthieu 24, 39. Donald Trump continue de dire qu'à cause de lui, l'Amérique est devenue la plus grande économie de l'histoire. Quelle blague! La vérité est que l'Amérique est dans une dépression. À quoi sert un travail s'il ne vous rapporte pas assez pour vivre? Des milliers de personnes ont besoin de coupons alimentaires. Un emploi à temps partiel est considéré comme employé par le gouvernement et cela donne une belle apparence à leurs livres. Quant à la bourse, elle n'est en aucun cas un indicateur de la dette du pays. Lors d'une conférence donnée à San Francisco le 3 octobre 2017, Wesley Clark, général 4 étoiles retraité des Forces armées des États-Unis, affirme que 10 jours après le 11 septembre, les invasions de l'Irak, de la Libye, du Liban, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et de l'Iran avaient déjà été planifiées. What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country, a coup, a policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really. And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number 3 position in the Pentagon. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup.
Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. Les États-Unis et Babylone, tel que décrit dans Apocalypse 17 et 18. La Bible nous informe qu'elle sera détruite. La prophétie que l'on retrouve au 8e chapitre de Daniel doit donc nécessairement s'accomplir avant, puisqu'elle implique une attaque majeure des États-Unis sur l'Iran. Mardi, lorsque des mandataires iraniens ont attaqué directement l'ambassade des États-Unis à Bagdad, plusieurs qui ont mon âge se sont rappelés le même genre de situation survenue en novembre 1979. Un groupe de militants iraniens avait pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et 52 citoyens américains avaient été capturés. Cette fois, des miliciens chiites ont brisé l'une des portes principales et incendié une zone de réception. Et les manifestants ont célébré leur victoire en scandant « La mort à l'Amérique ». La plupart des militants appartenaient à une organisation connue sous le nom de Kataib Hezbollah. C'est une organisation distincte du Hezbollah libanais, mais les deux groupes sont financés et contrôlés directement depuis Téhéran. Selon le Pentagone, Kataib Hezbollah est responsable de 11 attaques contre des bases américaines dans la région au cours des 2 derniers mois. C'est pourquoi les États-Unis ont lancé dimanche des frappes aériennes ciblant leurs forces. Le Kataib Hezbollah a exercé des représailles contre ces frappes aériennes, mais il n'aurait jamais attaqué l'ambassade américaine à Bagdad sans l'approbation explicite de Téhéran. Et bien sûr, les responsables américains le comprennent très bien. En fait, le président Trump attribue la responsabilité de l'attaque de l'ambassade directement à l'Iran. En attaquant directement l'ambassade américaine à Bagdad, les Iraniens et leurs alliés ont franchi toutes les lignes rouges. L'ambassade américaine est considérée comme un territoire américain, et le président Trump se doit de répondre militairement à cette attaque. À noter que dès que le président Trump eut été mis au courant que des militants approchaient de l'ambassade, il a fait aussitôt évacuer tout le personnel. Donc aucune vie n'aurait pu être prise malgré ce que les militants auraient voulu. Pendant les 444 jours suivant l'attaque de 1979, les États-Unis ont été absolument humiliés par les Iraniens. Le président Jimmy Carter ressemblait à un faible pathétique aux yeux du reste du monde et son incapacité à récupérer les otages a contribué à ouvrir la voie à l'élection de Ronald Reagan en 1980. Donald Trump n'est pas Jimmy Carter. Quiconque connaît Trump comprend qu'il ne recule jamais. Tout au long de sa vie, il a eu une règle personnelle selon laquelle, quand quelqu'un le frappe, il frappe encore plus fort. Et même si l'Iran tente de prétendre qu'il n'a rien à voir avec l'attaque de l'ambassade, tout le monde sait que leurs mandataires ne font jamais rien de tel sans l'autorisation de Téhéran. Et le président Trump promet que les Iraniens seront tenus pour entièrement responsables. 31 décembre 2019. L'Iran a tué un entrepreneur américain, faisant de nombreux blessés. Nous avons fortement répondu et nous le ferons toujours. Aujourd'hui, l'Iran a orchestré une attaque contre l'ambassade américaine en Irak. Ils seront tenus pour entièrement responsables.
En outre, nous nous attendons à ce que l'Irak utilise ses forces pour protéger l'ambassade et donc aviser. Dans un tweet ultérieur dans la même journée, Trump a déclaré que l'Iran paierait un très gros prix pour ce qu'il a fait. L'Iran sera tenu entièrement responsable des vies perdues ou des dommages encourus dans l'une de nos installations. Ils paieront un très grand prix. Ce n'est pas un avertissement, c'est une menace. Bonne année. En voici une autre que je tenais à vous partager, encore là, à la veille de la nouvelle année. À ces millions de personnes en Irak qui veulent la liberté et qui ne veulent pas être dominées et contrôlées par l'Iran, c'est votre temps. Il serait plus approprié d'avoir traduit « c'est votre temps » par « c'est le temps ou jamais ». Cela signifie que nous devrions bientôt nous attendre à une action militaire américaine et elle ciblera très probablement l'Iran directement. Immédiatement après l'attaque de cette semaine, le secrétaire à la Défense Mark Esper a ordonné à 750 soldats de la 82e division Airborne de se déployer immédiatement au Moyen-Orient. Et il est rapporté que le nombre total de parachutistes déployés à partir de cette unité pourrait bientôt atteindre 4000. Bien sûr, nous avons déjà des dizaines de milliers de soldats dans la région. En fait, Fox News dit qu'il y a déjà environ 60 000 soldats américains déployés au Moyen-Orient. Le monde entier a maintenant vu des images de militants chiites pénétrant dans l'ambassade américaine, vandalisant des biens américains et incendiant une zone de réception. Malheureusement, les médias ne transmettent pas au grand public avec précision la gravité de cette crise au peuple américain. رجع لورا يا ولد يا ولد رحم الله والديكم ورجع لورا يعني السفارات الاسلاميه تخترق وهاي السفارات ما رحم الله والديكم ورجع لورا شباب علاوي شباب الله يبارك فيكم ورجع لورا. Les dirigeants iraniens sont un groupe de fous apocalyptiques qui croient qu'une guerre massive inaugurera le retour du Mahdi et beaucoup d'entre eux sont convaincus que le moment est venu pour que cela se produise. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que les musulmans chiites pensent du Mahdi, voici un très bon résumé. Ils croient qu'une série d'imams a été nommée pour transmettre le message du prophète Mohammed et que ces imams se classent au-dessus de tous les autres prophètes, à l'exception de Mohammed lui-même. Le 12e imam, Mohammed al-Mahdi, est considéré par ces chiites comme étant né dans l'actuel Irak en 1869 et n'ayant jamais succombé, seulement s'être caché. Les adeptes de cette croyance appelée en anglais les Twelvers croient qu'al-Mahdi reviendra en tant que Messie avec Jésus pour ramener la paix dans le monde et établir l'islam comme foi dominante à travers le monde. Le Mahdi, selon eux, devrait apparaître lorsque le monde sera ravagé par le chaos et la guerre. C'est pourquoi ils ne craignent pas vraiment une guerre avec les États-Unis, puisqu'ils croient que le Mahdi va soudainement venir à leur secours et amener une ère dorée de paix et de prospérité. Peut-être que les dirigeants iraniens attendent avec impatience le conflit. Ce n'est pas une coïncidence que l'Iran ait surnommé les États-Unis de Grand Satan et Israël de Petit Satan. Les États-Unis seraient un choix logique d'être éliminés avant qu'Israël soit attaqué. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler. Matthieu 24, 34.
Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Donald Trump semble être l'homme de la situation que Dieu a choisi pour enclencher les troubles d'Israël. Je vous laisse avec ce que Dr Pierre Gilbert a partagé à son assemblée récemment. Soyons présents, les temps perdent de leur longueur et notre attente se rapproche à grands pas. Notre espérance n'est pas une illusion, mais une sérieuse menace pour l'incroyant et une profonde joie pour les sauver.